Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez au Stade de France hier soir. Bonne soirée. Oui, Belle soirée. Belle soirée avec une équipe de France en pleine forme, avec une ambiance qui était une ambiance de fair play et de beau jeu. Voilà. Comme quoi ce pays est capable de tout, François Fillon. Sûr, même de battre l'Allemagne. Alors je l'espère qu'on va battre l'Allemagne, mais enfin il va falloir quand même, ça va être plus compliqué. Oui. Voilà. Il faut que la défense s'améliore un tout petit peu. Bon, la France qui a été injuste avec Michel Rocard. Est-ce que la politique a été injuste avec lui? Oui, parce en tout cas, c'est la gauche surtout qui a été injuste avec lui. Parce qu'au fond, c'était un réaliste, c'était un homme de gauche, mais un réaliste, qui veut dire que moi, je n'étais pas en accord avec toutes ses propositions et toutes ses idées. Il était de gauche, je suis de droite. Mais il était réaliste. Et il avait une espèce de modernité que la gauche aurait dû écouter. Et qu'elle n'a jamais écouté. Au fond, la guerre des deux roses, la fameuse guerre des deux roses, elle est toujours pas finie. Et pour l'instant, c'est toujours la rose irréaliste, la rose dogmatique qui a gagné contre Michel Rocard. Est-ce qu'il aurait été un bon président? Oui, je crois, parce qu'il avait... Vous l'avez bien connu. Bien sûr, je l'ai connu à nombreuses reprises. Ah, évidemment. Je l'ai connu d'abord quand au Parlement. Oui. Je l'ai connu ensuite quand j'étais Premier ministre, parce qu'il a travaillé pour le gouvernement. Il a, avec Alain Juppé, conduit cette réflexion sur les investissements d'avenir qui a débouché sur quelque chose qui est très performant et qui est d'ailleurs toujours en place. Et il avait... C'est lui qui a inventé la CSG. Alors évidemment, c'est pas agréable de provisoire, payer. Qui devait être provisoire. Oui, c'est pas agréable de payer la CSG, mais enfin en même temps, c'était un impôt assez intelligent et qui a une bonne idée d'inventer la CSG. Oui, bien sûr. Et utile et nécessaire. Oui, c'était nécessaire. La situation des comptes sociaux était absolument désastreuse. On est dans un pays où l'impôt sur le revenu est très inégalitaire et payé par un très petit nombre de gens. Donc au fond, la CSG, c'est une sorte de rétablissement de l'équilibre. Oui, je crois que ça aurait été un bon président de la République, bien sûr. Tiens, au passage, petite parenthèse. Est-ce qu'il faut fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG? La question me vient à l'esprit, François Fillon. Il faut sûrement faire une réforme globale de l'impôt sur le revenu, qui est un impôt aujourd'hui qui n'est payé que par un tout petit nombre de Français, ce qui est profondément injuste. Simplement, il faut le faire dans un esprit de réduction progressive du poids de la fiscalité. Moi, j'ai toujours peur des fusions ou des réformes qui vont geler, qui vont bloquer un système au niveau le plus élevé. Il faut le baisser d'abord. Bien. François Fillon, dernière chose concernant Michel Rocard, il disait le problème, la politique est un jeu cruel aux règles brutales, il faut s'accommoder de la démagogie, se servir de la ruse. C'est vrai ça? C'est vrai? Ah, c'est incontestable, oui. Voilà, donc il faut s'accommoder de la démagogie. C'est incontestable pour faire de la politique. Ça m'a toujours choqué profondément. Et j'ai du mal à être démagogue, parce que je pense que les démagogues sont ceux qui, au contraire, entraînent notre pays dans la difficulté, l'entraînent vers les souffrances qui sont, au fond, celles des Français, au bout du compte. Les démagogues font souffrir les Français. Les démagogues ont fait quitter l'Europe à la Grande-Bretagne. Je trouve que la comparaison est belle. Madame Thatcher n'avait pas de mots assez durs pour l'Europe. Elle n'a jamais voulu en sortir. Monsieur Cameron, qui a voulu jouer pour des raisons de politique intérieure avec le référendum, restera dans l'histoire comme celui qui a fait sortir la Grande-Bretagne. Donc il y avait une femme d'État, Madame Thatcher, et aujourd'hui un démagogue, Monsieur Cameron. Pour être au pouvoir, il faut être démagogue. Alors Madame Thatcher est la démonstration qu'on peut être au pouvoir sans être démagogue. Être démagogue, Voilà. On pourrait prendre l'exemple du général de Gaulle aussi, qui était très critique sur l'Europe, mais qui a tout fait pour que la France reste dans l'Europe. Et quand il est arrivé en 58, tout le monde pensait qu'on allait quitter le marché commun, et pas du tout. Donc c'est ça la différence entre les hommes d'État et les démagogues. Et heureusement, il y a encore des hommes d'État. Ou des femmes d'État. Avec aussi un électoralisme qui parfois insupporte le citoyen. Oui, mais justement, bien sûr, mais ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est que le citoyen puisse discerner la différence entre l'électoralisme et les gens qui proposent des vraies solutions de redressement. C'est tout l'enjeu de l'élection présidentielle de 2017. Alors, je vais vous en parler. Est-ce qu'il y aura un redressement ou est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait depuis 30 ans? Oui, ça va mieux ou pas? Ça va mieux. Qu'est-ce qui va mieux? La France. Qu'est-ce qui va mieux? Ça va mieux ou pas? Quand même, regardez la croissance. La croissance est faible, l'Union européenne est en train de se défaire,
La situation internationale est quand même pas extrêmement brillante, vous en conviendrez avec moi. Non, franchement, dire que ça va mieux, c'est du court-termisme. La question, c'est de savoir, est-ce que dans 50 ans, il y aura toujours une France qui sera une grande puissance avec un rayonnement international et qui sera rassemblée, c'est-à-dire qui ne sera pas une juxtaposition de communautés. C'est une question qui demeure aujourd'hui et qui est une question brûlante. Donc regardez l'avenir. L'avenir pour votre parti, les Républicains, c'est cette présidentielle et cette primaire. Le projet du parti a été présenté samedi. Est-ce qu'il vous engage? Pas du tout. Pas du tout. C'est un projet, je l'ai dit d'ailleurs à la tribune du Conseil national samedi. Pas du tout. C'est un projet qui est intéressant. Il est normal qu'un parti ait son projet, mais dans la Constitution de la Ve République, le président de la République n'est pas l'otage des partis. Donc celui qui se présente devant le peuple, il se présente devant le peuple avec son projet. Et les Français choisiront le projet qu'ils souhaiteront choisir. Alors certains s'inspireront de ce projet, d'autres pas. Je vais revenir sur certaines grandes lignes de ce projet, mais je regardais quand même le commentaire de l'un des porte-parole du parti républicain, votre parti, Guillaume Larrivé, qui dit « Sarkozy est hyper mobile, hyper imaginatif et hyper concentré. Ses adversaires, eux, sont comme des lapins apeurés, figés face au phare d'une voiture lancée à grande vitesse. » Vous êtes apeuré, un lapin apeuré? Ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup vieilli pour être déjà un politicien avec les formules des politiciens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des lapins apeurés, de l'autre côté des candidats mobiles. La question est de savoir quel est le mieux placé pour diriger notre pays. Toutes ces images sont des images ridicules qui donnent une très très mauvaise impression de la vie politique. Oui. Alors on va regarder ce que propose le projet du parti et ce qui vous distingue de ce projet. Baisse de 100 milliards d'euros de dépenses publiques. Ça, vous êtes d'accord? Il faut baisser la dépense publique. Je ne vois pas dans le projet où est-ce qu'on les baisse. C'est ça ma mais comment? difficulté. Oui, moi je vous pose la question. Moi je sais comment on les baisse. Ce que je propose, parce que je pense que pour baisser la dépense publique, je reconnais que c'est assez difficile ce que je propose, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut diminuer les emplois publics. Aujourd'hui, on a le record du monde d'emplois publics. Donc il faut diminuer les emplois publics. Pour diminuer les emplois publics, il faut augmenter un peu le temps de travail des 3 fonctions publiques. Or, aucun des autres candidats n'ose faire cette proposition parce qu'évidemment, elle n'est pas populaire. Mais comment croire qu'on va réussir à réduire la dépense publique, à réduire les déficits, en laissant les 3 fonctions publiques à 35 ou à 32 heures. Vous savez, moi je suis pas un économiste très sophistiqué. Je pense que pour redresser le pays, il y a que 2 choses possibles. Il faut travailler un tout petit peu plus et il faut dépenser un petit peu moins. Et il faut répartir un peu mieux les richesses. Bien sûr. D'abord, la répartition des richesses, elle se fait d'abord en donnant un emploi à tout le monde. La plus grande injustice aujourd'hui, c'est le chômage et c'est l'exclusion des jeunes. Si vous voulez donner un emploi à tout le monde, il faut libérer un peu le système économique. Vous l'entendez avec les auditeurs qui vous appellent en permanence. Moi, je le vois dans le Tour de France que je fais. L'immense majorité des Français poussent un cri d'alarme en disant assez de réglementation, assez de normes et assez d'impôts. Au fond, les 3/4 des Français ont une revendication, c'est qu'on leur fiche la paix. C'est qu'on les laisse travailler librement. Et ça suppose qu'on change de logique, qu'au lieu de vouloir tout réglementer, on cherche au contraire à faire confiance, à fixer des objectifs, à laisser de la liberté aux professionnels. Oui, très bien, mais comment créer dans ce pays ce que vous appelez le dialogue social? Je dis vous, la classe politique. Je vais prendre un exemple très simple. Pour créer du dialogue social, d'abord, il faut casser un système qui est un système institutionnel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des professionnels syndicaux du dialogue social qui parlent avec des professionnels patronaux du dialogue social, le tout arbitré par des professionnels politiques, il faudrait laisser dans les entreprises le dialogue social s'instaurer librement. C'est d'ailleurs ce que voulait faire la loi de Madame El Khomri, qui malheureusement s'en éloigne de plus en plus, puisque dans la dernière mouture, on a supprimé beaucoup de dialogue dans l'entreprise pour le remettre au niveau des branches. Moi, je voudrais par exemple que le temps de travail soit librement discuté dans l'entreprise, sans intervention de qui que ce soit. Sans limite de temps de travail. Dans les limites européennes qui sont autour de 46 heures, 46 heures, c'est les limites européennes que personne n'a jamais revendiquées, que personne n'a jamais atteint. Oui, mais enfin, ça n'arrivera pas. Ça
n'arrivera pas. Ouais. La négociation, elle sera entre 35, 37, 38, 39, 40. Il y a des entreprises déjà aujourd'hui où on travaille Comment les 40 heures. salariés pourront-ils se défendre? Comment? Parce que il faudra des accords majoritaires. C'est d'ailleurs moi qui ai mis en place les accords majoritaires quand j'étais ministre des Affaires sociales. Oui. Donc il faut qu'il y ait soit la majorité des organisations syndicales qui l'acceptent, soit la majorité des salariés. Et c'est pour ça que je propose un référendum d'entreprise pour permettre, quand l'entreprise le juge nécessaire, un dialogue direct. C'est un exemple. Mais avec des sujets comme ça, progressivement, vous allez déplacer le dialogue social dans l'entreprise. Et vous allez sortir de ce système totalement institutionnalisé et qui est congelé de dialogue social dans les branches et surtout au niveau interprofessionnel. Vous ne verrez plus ces grands-messes au ministère des Affaires sociales où on voit les mêmes organisations syndicales qui arrivent bloquées à l'avance, refusant de discuter. Les syndicats ne servent plus à rien. Ça veut dire que le syndicalisme doit évoluer, il doit évoluer dans le sens d'un syndicalisme réformiste. Alors vous avez des syndicats qui ont commencé à évoluer dans ce sens. La CFDT depuis Nicole Notat, François Chérec a eu cette évolution. Elle est sans doute pas assez rapide, mais elle est réelle. Comment est-ce qu'on rend les syndicats plus représentatifs? Je pense qu'il faudra libérer la candidature au premier tour des élections professionnelles. C'est-à-dire ne pas rester figé sur le fait qu'il y a 5 syndicats, que ces syndicats datent de la Seconde Guerre mondiale et qu'on changera plus rien pour les 1000 ans qui viennent. J'ai longtemps hésité à franchir ce pas parce que on a toujours peur d'avoir trop de syndicats, d'avoir une sorte de myriade de petites organisations qui se battent entre elles. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec le spectacle que la CGT nous a donné ces dernières semaines, il est temps de franchir le pas. Le parti auquel vous appartenez veut revenir sur le non-cumul des mandats, sur la loi. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas? Ça ne se fera pas. Vous y êtes favorable ou pas? À quoi? À revenir sur la loi. Non, je pense que personne ne voudra revenir sur la loi. D'abord parce que Nicolas Sarkozy veut revenir. Oui, il promet ça parce que comme ça c'est une bonne façon pour attirer des parlementaires pour le soutenir. Mais vous imaginez, on a besoin de redresser le pays et on a besoin de faire des réformes très difficiles. Moi, j'en propose un certain nombre, mais beaucoup des autres candidats proposent des réformes qui sont de la même difficulté. On veut les faire en juillet, en août et en septembre pour pouvoir montrer au pays qu'on a une vraie capacité de changement. Et on va commencer par une réforme qui rétablit le cumul des mandats, c'est-à-dire par la réforme qui va cristalliser toutes les oppositions au détriment des vrais changements, c'est-à-dire de la libération du temps de travail, de la réforme de la fiscalité ou encore de la réforme de l'indemnisation du chômage. C'est une très mauvaise idée. Personne de sérieux ne pense qu'un nouveau président de la République commencera par rétablir le cumul des mandats. Voilà. C'est une très mauvaise idée? Oui, c'est une mauvaise idée. Il y a besoin d'une réflexion générale sur le rôle du Parlement, la diminution du nombre de parlementaires. Moi, je propose d'ailleurs un référendum sur ce sujet. Il y a besoin d'une réflexion. Il y a sans doute des élus de communes de taille modeste pour lesquels il est un peu excessif de leur demander de ne pas cumuler. Mais la règle a été posée. Et ma conviction, c'est que personne ne reviendra dessus. Bien, la dégressivité des allocations chômage, ça avait été proposé. Ça, c'est une proposition que je fais aussi. Ça avait été proposé en 2011. En 2012. Par Bruno Le Maire, moi je me souviens. Et en 2012, Nicolas Sarkozy, dans son programme, proposait de lier la dégressivité à une obligation de formation professionnelle, ce qui était une excellente idée. Et donc moi j'ai repris cette proposition. Pourquoi est-ce qu'il faut baisser, il faut réduire la durée d'indemnisation du chômage, mais il faut lier cette réduction à une obligation de formation. C'est-à-dire qu'il faut donner aux salariés qui sont en situation de chômage une opportunité pour améliorer leurs compétences. Oui, François Fillon, j'ai vu les commentaires. Alors, cette réunion de samedi, vous êtes arrivé après le vote? C'est bien cela? Oui, absolument. Mais pourquoi après? Pourquoi ne pas avoir voté? Parce que j'avais dit depuis le départ que je participerais pas au vote, parce que je trouve parfaitement normal que le parti ait un projet, mais ce projet ne peut pas m'engager. Pourquoi? Parce que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis pas candidat à diriger les Républicains, je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous dérobez? Non, pas du tout. Vous dérobez? Pas du tout, je ne participe pas au vote. Et je suis pas dérobé puisque je suis venu m'exprimer devant les militants des Républicains. Alors Alain Juppé s'est dérobé, Bruno Le Maire s'est dérobé.
dérobé. Et pendant plus d'un quart d'heure, j'ai défendu mes propositions. Oui. Voilà, je me dérobe pas du tout. Mais je ne voulais pas voter. J'allais pas voter contre un programme dans lequel il y a des choses qui sont des choses que j'approuve. J'allais pas voter pour un programme qui ensuite m'aurait engagé pour l'avenir. L'élection présidentielle, c'est pas l'élection d'un parti. Les Républicains, c'est, Nicolas Sarkozy l'a dit, 250 ou 260 000 militants. Oui. Les Français, c'est 66 millions. La primaire, ça sera 3 ou 4 millions de Français. C'est un autre sujet. Et il y a une instrumentalisation du parti par son président, Nicolas Sarkozy, François Fillon. Il y a toujours une tentation pour le président du parti de mettre le parti au service de ses propres ambitions. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Et je pense que les Français voient très clair dans tout ça. Bien, François Hollande et Nicolas Sarkozy se ressemblent-ils? Est-ce que vous aimeriez les voir face à face? Je pense qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Non, je crois qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Oui. Il y en a un qui nous a fait la démonstration que la présidence normale, ça ne fonctionnait pas. Oui. Et l'autre, quant à Nicolas Sarkozy, il a été président de la République. Les Français ont porté un jugement sur le personnage, sur la manière d'être. Une girouette, j'ai entendu... Nicolas Sarkozy, qui est-ce qui a dit Je ne sais pas, j'ai vu des commentaires ici ou là, même dans votre camp. Oui, enfin ça c'est des commentaires. Bon, d'accord, vous les laissez, d'accord. Oui, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, je suis sur le programme. Bon, voilà. Ça va être sévère, hein, la primaire, j'ai l'impression. Ça va être un beau débat démocratique. La démocratie, c'est pas, tout le monde est d'accord et tout le monde est derrière le chef. Ça s'appelait, c'était une autre époque. François Fillon, 16 000 places de prison à construire, dites-vous. Oui. 16 000 places. Oui. Mais vous en avez construit combien? 9 000. 9 000. 9 000, dont 9 000 qui, en réalité, ont donné 6 000 places de prison nouvelles, parce qu'il a fallu fermer aussi des établissements qui étaient des établissements vétustes. Donc nous avions un programme pour passer à 80 000 places en 2017. On a construit 9 000 places de prison, ce qui n'est pas suffisant, mais enfin ce qui est déjà beaucoup mieux que ce que fait actuellement le gouvernement, puisqu'il a totalement interrompu le programme de construction de places de prison. Une des premières choses que Mme Taubira a fait en arrivant, c'est d'arrêter ce programme et de lui substituer c'est le cas de le dire, des peines de substitution, c'est-à-dire une façon de ne pas mettre en prison des hommes et des femmes qui ont été condamnés. Salah Abdeslam, qui a une salle de sport qui lui est réservée. Incroyable. Oui, ça me choque profondément. Ce qui me choque, il y a deux choses qui me choquent. La première chose qui me choque, c'est qu'il y ait 4 cellules. Puisqu'on a découvert ça grâce à Thierry Solaire, il y a 4 cellules qui sont mobilisées pour Monsieur Abdeslam tout seul. Il y en a une qui sert à la surveillance. Donc deux, on est OK. 4, je vois pas pourquoi. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens des prisonniers qui n'ont pas commis les crimes et qui dorment sur des matelas. Et la deuxième chose, c'est que il doit avoir le traitement minimal. Il y a aucune raison de lui faire la moindre faveur, de lui donner le moindre confort. Il s'agit pas il doit être dans sa cellule, enfermé dans sa cellule. On doit le protéger parce que il faut éviter qu'il mette fin à ses jours. Il faut que ce jugement puisse avoir lieu, notamment pour les victimes. Mais c'est tout. Franchement, qui a eu cette idée de lui donner une salle de sport privée? Ça met en colère les Français, ça met en colère les familles des victimes. C'est incompréhensible. J'ai 2 dernières questions. La première, l'université d'été du PS annulée. Quelle réflexion ça vous inspire? Un PS qui ne sait plus où il est, qui ne peut plus faire de l'université d'été à La Rochelle parce qu'il est fâché avec le maire, qui voulait la faire à Nantes, ce qui était la pire des idées, parce qu'à Nantes, le Parti socialiste y est extrêmement inconfortable compte tenu de Notre-Dame-des-Landes. Et d'ailleurs, ça montre à quel point le gouvernement ne contrôle plus l'ordre sur le territoire. Il y a eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes qui a donné une majorité, une forte majorité oui, et malgré tout, on voit bien qu'il ne va pas se passer grand-chose d'ici les élections présidentielles, et le PS peut même plus aller à Nantes faire son université d'été. Ça en dit long sur l'autorité de l'État et du président de la République. Vous me confirmez, vous arrêtez la politique si vous êtes battu? Je ne serai pas battu. Je vais gagner cette primaire, je vous le promets, vous allez voir. Je vais la gagner. Mais pourquoi vous allez la gagner? Je vais la gagner parce que c'est le seul programme, le mien, celui que je propose, qui est en mesure de redresser le pays. Voilà, c'est tout. Je les regarde, les programmes. S'il y en avait un autre qui soit avec la même volonté
de prendre les problèmes à bras-le-corps et de changer de modèle, ce que j'ai appelé casser la baraque pour la reconstruire, je serais prêt à m'effacer devant un candidat qui aurait les mêmes idées et une vraie capacité à gagner cette élection. Ça n'est pas le cas. Donc je vais aller au bout et je vais présenter mes idées aux Français, vous verrez. Bien, merci François Fillon, 8h56.